Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. La COP28 se termine à Dubaï. Les négociations ont duré toute la nuit, mais elles n'auront pas été vaines. Les 195 États représentés ont fini par se mettre d'accord. Une transition hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques d'une manière juste, ordonnée et équitable en accélérant l'action dans cette décennie cruciale afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Voilà ce qui a été décidé, une décision historique pour accélérer l'action climatique. Ursula von der Leyen, la présidente de l'Union européenne, a salué un accord marquant le début de l'ère post-fossile. Le texte contient de multiples appels liés à l'énergie, tripler les capacités d'énergie renouvelable, doubler le rythme d'amélioration de l'efficacité énergétique d'ici à 2030 et accélérer les technologies zéro carbone et bas carbone, dont le nucléaire, l'hydrogène bas carbone et le captage et stockage du carbone. Autre décision ayant marqué cette COP, le fonds émirati de 30 milliards de dollars pour le climat, le fonds dommages et intérêts approuvé par l'ensemble des représentants d'États et puis l'engagement de 116 États à travailler ensemble pour tripler les capacités d'énergie renouvelable dans le monde d'ici 2030. Dans quelques années, les émissions mondiales de carbone pourraient franchir un seuil critique. 7 ans, c'est le temps qu'il nous reste pour inverser la tendance et réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. COP28, quel bilan? C'est le sujet de ce soir. Et avec nous pour en parler, Madame Raja Chafil, bonsoir. Vous êtes directrice générale du Centre 4C Maroc. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. Merci pour l'invitation. Avec nous également, Monsieur Hafid Boutaleb, qui est expert en relations internationales et en changement climatique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, c'est un accord historique, donc accord à Dubaï. Vous qui revenez de Dubaï, je commence par vous, Madame Chafil. Donc, l'un des accords les plus importants depuis, on va dire, 2015. Le texte, comme je viens de le dire en préambule, appelle à opérer une transition vers une sortie des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques d'une manière juste, ordonnée et équitable. Qu'est-ce que cela signifie? Peut-on parler d'une COP réussie? Et comment cette nouvelle a été accueillie? Oui, merci beaucoup. On va commencer peut-être par dresser la situation d'aujourd'hui en termes de limitation des émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, par exemple, on assiste à une augmentation exponentielle depuis l'ère pré-industrielle des émissions de gaz à effet de serre et de leur accumulation dans l'atmosphère, ce qui cause justement les changements climatiques. Alors juste pour donner des chiffres hallucinants, par exemple, la Chine, depuis 1950, ses émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 4500%. Je ne sais pas si vous imaginez, l'Inde, par exemple, ses émissions de gaz à effet de serre ont augmenté depuis 1950 de 1500%. Donc, c'est vraiment énorme, c'est normal, c'est des pays qui sont en train de se développer. Bien sûr, il y a eu des augmentations également dans les pays industrialisés, mais des augmentations moindres depuis 1950, puisque leurs émissions de gaz à effet de serre étaient déjà élevées. Alors, est-ce que c'est une COP réussie? Oui, certainement, les prémices le disent. Oui, mais, on peut dire oui, mais, parce que toujours, chaque COP a ses points forts et a ses points faibles, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une COP, ce n'est pas une liste de décisions, c'est un package équilibré de décisions qui doivent arranger tous les pays. Et ça, ce n'est pas facile. Il faut qu'il y ait consensus pour bien que sûr, décision soit prise. Justement, il faut savoir aussi que dans les forats internationaux des Nations Unies, les décisions sont prises par consensus, comme vous dites, et donc si un seul pays n'est pas d'accord, nous ne pouvons pas adopter des décisions. Ce qui fait de l'accord historique. Justement. Exactement. Donc, c'est un accord historique, oui, dans la mesure où, pour la première fois dans l'histoire d'une COP sur le changement climatique, on commence à parler maintenant de la sortie progressive des énergies fossiles. Et ça, vraiment, c'est une première, parce que jusque-là, les pays, bien sûr, pétroliers, se sont opposés catégoriquement pendant plus de 30 ans à ce que le terme énergie fossile soit cité
dans les décisions sur le climat. Mais là aussi, ils ont été vigilants sur les termes. On a parlé de transition. C'est bien le mot qui a été employé. Pas sortie par réduction. Exactement. Transition, mais c'est la première fois que c'est noté sur un papier et que c'est acté, donc c'est quand même quelque chose. Non, c'est sûr que c'est quelque chose. C'est même un résultat extraordinaire, puisque au moins c'est cité. Maintenant, les années futures nous montreront dans quelle mesure c'est historique, parce qu'une décision n'a d'importance que si elle est appliquée dans la réalité. Donc là, les années futures, Inch'Allah, vont nous montrer si on va sortir, si le monde entier va sortir justement des énergies fossiles de manière progressive, etc., et les remplacer peut-être par des sources d'énergie plus propres. Tout à fait, Monsieur Boutaleb. Vous, comment vous avez accueilli cet accord? Pouvez-vous parler d'une COP réussie? Quel est votre avis là-dessus? Eh bien, il faut savoir que les COP, c'est une fois par an. Il ne peut pas y avoir de COP qui va révolutionner le monde et puis pousser l'économie mondiale à sortir des énergies fossiles en une décision. Il va falloir plusieurs COP, comme vient de le rappeler Mme Shafil. Il faut attendre pour voir les résultats. Mais je pense que, étant organisé dans un pays pétrolier, et la philosophie derrière les Nations Unies pour organiser des conférences du climat dans des pays pétroliers, c'est d'essayer d'associer au maximum les parties prenantes, notamment donc, les pays exportateurs de pétrole, mais aussi les acteurs privés, les entreprises privées qui sont dans l'export et l'extraction de l'énergie fossile, les associer à ce dialogue international sur l'avenir de la planète et les sensibiliser aussi, puisqu'ils sont parmi les principaux responsables, si ce n'est les premiers responsables du réchauffement climatique, mais c'est surtout aussi pour créer chez eux une opportunité qui rende intéressant la sortie des énergies fossiles. C'est-à-dire qu'il faut derrière un appât business pour pouvoir tirer ces entreprises et ces États de la rente pétrolière, on va dire, vers l'opportunité d'une économie en transition énergétique. Et donc finalement, on peut dire que si les Émirats se sont orientés vers ce choix stratégique, dont les conséquences ne pourront être évaluées qu'à moyen ou long terme, mais de toute manière, le fait que le narratif, le récit, se soit orienté vers l'idée que les énergies fossiles ne sont pas bonnes pour la transition énergétique, ne sont pas bonnes pour l'environnement, pour la qualité de l'air, etc., eh bien déjà c'est un pas en avant et c'est un point très positif. Un point en avant, donc un pas en avant, donc que ce narratif change et aille dans la bonne direction. Madame Shafil, que retient-on de cet accord, des propositions qui ont été données? Alors, plusieurs propositions, bien sûr, ont été faites. Peut-être que nous allons revenir dans quelques minutes sur le détail de ces propositions. Donc, outre cet accord sur un éloignement, si je peux dire, progressif, parce que chacun traduit le mot à sa façon des énergies fossiles, il y a bien entendu des accords ou des décisions très positives sur certains points qui intéressent beaucoup plus les pays en développement, comme les pertes et dommages. On sait que les changements climatiques causent beaucoup de pertes en vie humaine et en dommages économiques également à cause des inondations, des catastrophes climatiques, etc. Donc il y a eu un accord sur les pertes et dommages sur lequel on va revenir certainement tout à l'heure. Il y a eu un accord également sur l'objectif mondial en termes d'adaptation. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour s'adapter? Et donc, il y a eu un accord également sur la finance climat en général, parce qu'il y a eu des annonces quand même très intéressantes et qualifiées d'historiques, quoique non suffisantes. Cette finance climat qui était un fourre-tout. Exactement. Et maintenant qui est plus clair et plus... Plus clair, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas si la multiplicité des fonds est une bonne chose pour les pays en développement, notamment les pays africains, les pays les moins avancés, qui peinent déjà à arriver à mobiliser la finance climat comme il faut.
Je ne sais pas si la multiplicité des fonds, donc on parle de fonds des pertes et dommages, le fonds d'adaptation, le fonds vert climat, maintenant le fonds des Émirats arabes unis, Altera, un autre fonds mis en place par les pays arabes au profit des pays africains pour les aider à s'adapter, etc. Je ne sais pas si cette multitude de fonds climat qui se met en place est une bonne chose. Peut-être qu'il aurait fallu réfléchir en même temps à mettre un guichet unique pour la finance climat qui financerait justement tout cela, parce que tous les problèmes liés au changement climatique sont interconnectés et on ne va pas comme ça compartimenter les fonds en disant non, celui-là c'est pour les pertes et dommages et celui-là c'est pour l'adaptation et celui-là c'est pour l'accès à l'énergie, etc. Il aurait fallu peut-être que la communauté internationale réfléchisse à un guichet commun fonds climat pour faciliter l'accès justement aux pays les plus vulnérables. Un fonds commun, qu'en pensez-vous, Monsieur Boutaleb? Effectivement, il y a une certaine opacité au niveau on va dire, de l'écosystème changement. Il y a aussi beaucoup de complexité. C'est vraiment complexe, c'est difficile à lire, difficile à... Et c'est souvent des initiatives ad hoc qui vont à chaque fois suivre une tendance. Et puis, chaque nouvelle COP, il va y avoir de nouveaux acteurs qui vont vouloir rajouter de nouvelles initiatives. Et donc, c'est une sorte de millefeuille. C'est très complexe à comprendre et à suivre ce qui se passe au niveau du changement climatique. Ajouter à cela qu'il y a des lobbies qui essayent de ralentir, qui essayent de détourner le débat. Donc, ça fait que... et puis, pour rappeler, la conférence de la COP, c'est quand même 23 000 à 25 000 conférenciers. C'est énorme. Donc, la COP, c'est un événement important. C'est important puisque ça permet de réunir les experts mondiaux du climat, ça permet de créer des écosystèmes d'experts localisés au niveau de chaque partie dans le monde. Il faut rappeler que conférence des parties, COP, c'est-à-dire, ça veut dire les parties, veut dire tout simplement les pays membres des Nations Unies. Donc chaque pays aujourd'hui a son écosystème dédié au climat, se reconnecte une fois par an à l'écosystème mondial de l'environnement, du changement climatique, du climat, etc. Tout ça, c'est important, mais étant donné le scope qui est assez vaste, étant donné la multiplicité des parties prenantes, la multiplicité des initiatives, cela fait que c'est difficile à lire et à comprendre. Mais il y a des pays qui vont dans les conférences du climat, uniquement pour lever des fonds. Il y a des initiatives privées qui vont s'impliquer uniquement pour défendre leurs intérêts. Donc, nous sommes dans un magma international complexe, mais qui quand même, année après année, avance et fait évoluer le débat et surtout des initiatives de plus en plus concrètes. Ce qui manque peut-être, c'est de faire le suivi sur les initiatives précédentes. On se souvient, peut-être Madame Sheffield va nous apporter des éléments, mais on se souvient du Methane Pledge, cette initiative phare du gouvernement américain, de l'administration démocrate à Washington. Et aujourd'hui, on n'a pas trop de visibilité sur la suite. Et c'était un événement qui était principal, on va dire, le principal résultat de la COP 26 à Glasgow et en Écosse. Et finalement, 2 ans après, on entend un peu moins ce Methane Pledge. Et ainsi de suite. Donc, il faut peut-être qu'il y ait plus de suivi. Et surtout, maintenant, puisqu'il faut le rappeler quand même, ou peut-être ça a déjà été rappelé, nous allons tripler la production mondiale en énergie renouvelable. C'est l'objectif pour 2030. L'unique objectif chiffré, c'est de multiplier par 3 un engagement de 116 États qui a été un engagement de 116 États donc, qui s'engagent justement à tripler la production d'énergie propre. Juste pour conclure, effectivement, mais juste pour conclure là-dessus, eh bien, il faudrait pouvoir avoir un mécanisme qui va traquer la production d'énergie renouvelable et énergie propre dès 2024, puisqu'il s'agit d'un horizon qui est à court terme, 2030 c'est dans 5 ans, et bien, ou 6 ans, et bien dès 2024,
2024, pouvoir traquer, savoir exactement où en sont les pays. Il y a eu à peu près ça qui a été un peu le même mécanisme qui a été fait avec les contributions nationales déterminées, les NDCs, mais encore une fois, les NDCs ont été faites pour l'accord de Paris de 2015 et c'est rentrer encore une fois dans un processus très complexe et qui n'est pas du tout ouvert au grand public. Et bien au contraire, je pense que si on veut convaincre l'opinion publique et aussi les décideurs qu'il y a quelque chose qui se passe, il faut aller vers un mécanisme qui puisse, dès l'année prochaine, nous donner une estimation sur la production des énergies renouvelables en temps réel, pour pouvoir qu'on puisse s'orienter et qu'on puisse savoir exactement où on est par rapport à l'objectif de 2030. Et un mécanisme donc pour traquer où en est chaque pays dans ses émissions de gaz à effet de serre. Je me retourne vers vous, Madame Chafil, en parlant justement de mécanismes. Ça implique des technologies et il y a certaines solutions qui ont été proposées lors de cette COP, comme les technologies de captage et de stockage de carbone. Qu'en pensez-vous ? Alors, les technologies de captage et de stockage de carbone, c'est de l'ingénierie, en fait. Depuis le début du processus climatique, depuis 30 ans, beaucoup d'entreprises, beaucoup de laboratoires d'innovation, etc., mettent en avant certaines techniques, justement, pour stocker le carbone. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, il s'agirait donc, hypothétiquement, donc, il s'agirait de prendre le CO2 et de le stocker, par exemple, dans des formations géologiques, dans des failles fermées, par exemple, dans des anciennes mines désaffectées. Il s'agit également de certaines solutions dites chimiques pour complexer le carbone. On ne va pas rentrer dans le détail des formules, mais certaines solutions chimiques ou physico-chimiques pour complexer le CO2 et donc le rendre inerte, etc. Mais toutes ces techniques, en fait, doivent donner leurs preuves. Jusqu'à maintenant, ça reste vraiment, la plupart du temps, dans un stade purement expérimental et ça ne donne pas vraiment des résultats tangibles, prouvés, etc., en tout cas jusqu'à maintenant. Et certains parlent même de danger quand on stocke le carbone ou le CO2 dans des formations géologiques parce que ça risquerait d'entraîner à long terme des explosions, etc. Et on ne sait pas non plus comment va se comporter ce carbone qui est stocké sur le long terme. Supposons qu'on arrive réellement à le stocker aujourd'hui dans des formations géologiques ou même par des procédés physico-chimiques. En tout cas, est-ce qu'on peut le stocker pendant longtemps? Ce serait pendant combien? Pendant 1 an, pendant 6 mois, pendant 1 semaine, pendant 100 ans? On n'en sait rien encore. C'est un premier pas vers cette transition parce que ça permet aux personnes qui exploitent justement ces énergies, donc, qui sont le charbon, le pétrole, de continuer à générer peut-être certains profits en attendant d'éliminer définitivement ces combustibles fossiles. Oui, si vous me permettez, en fait, la seule manière sûre d'absorber le CO2, c'est bien sûr en plantant des arbres, beaucoup d'arbres, des millions d'arbres qui vont absorber, justement, capter le CO2. Je crois que sur le plan scientifique, c'est la seule technique naturelle éprouvée donc, qui nous permet d'absorber le CO2 et donc il faut multiplier bien sûr la plantation d'arbres partout dans le monde, etc. Maintenant, en se disant on va continuer de faire comme avant et utiliser les énergies fossiles parce que nous avons hypothétiquement des méthodes pour le stocker, etc. Et il me semblerait plus prudent pour le monde entier aujourd'hui d'aller quand même vers la réduction de l'utilisation des énergies fossiles au lieu de continuer à faire comme avant et de se dire mais de toutes les façons j'ai des techniques géologiques etc. pour stocker le carbone. Il faut privilégier les solutions naturelles. Que pensez-vous, Monsieur Boutaleb, de cette technologie carbone? Et il y a aussi cette solution du nucléaire qui a été proposée, donc vous pourrez peut-être nous en parler également. Bien, le carbone capture, aujourd'hui, c'est trop tôt pour se lancer dessus. C'est principalement, c'était le cheval de bataille de la délégation de l'Arabie Saoudite.
Effectivement, plusieurs pays ont noté que la technologie n'est pas encore développée, notamment par rapport à l'urgence. Et puis, comme l'a souligné Mme Chafil, c'est vrai, c'est une manière de se dédouaner. C'est une façon de voir les choses qui ne crée pas de rupture et qui va permettre à l'homme de continuer dans son rapport à de la nature. Et on voit très bien que le rapport que nous avons à la nature est malsain, puisqu'il y a des extinctions massives d'espèces, puisqu'il y a un recul des espaces de vie. Et donc, il y a un changement fondamental à apporter à notre comportement quotidien. Et le carbone capture ne va pas dans ce sens-là. Il y a un vrai travail à faire de formation, d'éveil, de prise de conscience sur l'importance que constitue l'environnement dans lequel nous vivons en tant qu'espèce humaine, et que le danger du changement climatique, même à long terme, ne constitue pas un danger d'extinction de masse de l'espèce humaine, mais il s'agit d'un vrai danger pour notre confort, pour la qualité de notre air, la qualité de l'eau, la qualité des produits de l'alimentation, de l'eau que nous buvons, etc. Donc, et ça nécessite un changement de comportement au quotidien, et il faut que ce changement de comportement quotidien soit aussi porté par les gouvernements, soit aussi porté par les entreprises privées, par les multinationales, et ce n'est pas en essayant d'effacer comme se propose la carbone capture, c'est-à-dire absorber cette pollution et continuer à se comporter comme auparavant, que nous allons régler le problème. Tout à fait. En ce qui concerne le nucléaire. Et en ce qui concerne pour le nucléaire, tout à fait, en sachant que le Maroc fait partie des pays signataires, donc pour tripler l'utilisation du nucléaire d'ici 2050. Alors, l'énergie nucléaire, il faut le rappeler, est une énergie décarbonée. Donc, elle ne pollue pas. Tout à fait. Elle ne pollue pas dans la phase de production. Le problème reste, il y a un souci au niveau des déchets, et il y a aussi le souci au niveau de la sécurité. Voilà les deux principaux soucis sur lesquels travaille d'ailleurs l'énergie nucléaire pour pouvoir réduire le risque. D'abord, le risque lié à l'exploitation. Merci beaucoup. Les risques d'accident, notamment on a vu avec Fukushima, et on a vu ce qui s'est passé avec des accidents par le passé aussi. Fukushima, c'était quand même le plus récent, en 2011. Et puis, il y a le vrai problème des déchets, puisqu'on ne sait pas comment, encore une fois, faire avec le déchet issu de l'exploitation de l'énergie nucléaire. Donc, pour le moment, effectivement, cela apporte une réponse par rapport au réchauffement, puisqu'elle n'émet pas de carbone, elle n'émet pas de CO2. Mais il y a aussi là-dessus un vrai travail à faire pour pouvoir la rendre, d'abord, même financièrement parlant, plus accessible, puisqu'il y a un problème par rapport d'indépendance énergétique pour les pays les plus pauvres quand il s'agit du nucléaire. Si on venait à généraliser le nucléaire, les pays les plus pauvres ne pourront pas être indépendants énergétiquement et devront dépendre d'autres pays, de pays tiers, puisqu'ils n'auront pas suffisamment de moyens pour généraliser la production d'énergie nucléaire et l'introduire de manière définitive dans leur mix énergétique. Et puis, bien sûr, il y a ce problème de sécurité que j'ai mentionné. Absolument, on retiendra donc le problème des déchets et de la sécurité, comme a insisté dessus M. Boutaleb. Madame Chafil, votre commentaire sur cette énergie donc, qui est nucléaire pour lutter contre le changement climatique? Bon, comme a dit M. Boutaleb, donc, on sait que c'est une énergie décarbonée. Maintenant, on le sait, sans les citer, ceux qui ont poussé vers l'introduction du nucléaire dans la décision sur la sortie ou l'éloignement des énergies fossiles sont les pays qui possèdent des technologies nucléaires et qui se sont beaucoup félicités ce matin à l'aube de l'introduction l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni. Voilà, sans les citer, donc qui se sont félicités fortement et qui se sont congratulés sur l'introduction du nucléaire parmi les options qui permettraient de limiter les émissions des gaz à effet de serre. Maintenant, il y a tout ce qui va avec,
Et je crois que Sebo Taleb a résumé la situation pour les pays qui ne possèdent pas de cette technologie. Comment est-ce qu'ils vont faire? C'est sûr que ça va être difficile pour eux et que, à mon avis, c'est beaucoup plus facile pour les pays africains de développer les énergies solaires et éoliennes plutôt que l'énergie nucléaire, vu que justement, ils ne possèdent pas l'ingénierie, ce n'est pas eux qui fabriquent donc les installations et qui seront dépendants toujours des tiers, c'est que c'est une énergie quand même qui coûte cher. Enfin, qui coûte cher à l'installation, bien entendu. Une énergie donc qui coûte cher et qui serait contraignante pour les pays qui sont les plus vulnérables. En parlant de ces pays, ça me facilite la transition. Nous allons revenir sur ce fonds donc dommages et intérêts, donc un fonds qui est destiné justement à compenser ces pays vulnérables. On parle d'une somme qui avoisine les 700 millions, je crois, de dollars. Que pouvez-vous nous dire sur ce fonds, sachant que les besoins aujourd'hui énergétiques s'élèvent à 18 000 milliards de dollars? On est très loin du compte. Effectivement, vous l'avez si bien dit. L'une des premières annonces très suivie durant les 20 premières minutes de la COP28 qui étiez sur place, justement. Voilà, a été justement cette annonce de la première décision sur la mise en place du fonds sur les pertes et dommages. Et juste après, quelques minutes après, il y a eu annonce après annonce de pays qui ont mis de l'argent dedans, etc. Et donc, tout le monde se congratulait que ce fonds allait finalement voir le jour, etc. Cependant, on est à la fin de la COP aujourd'hui et tout ce qu'on a ramassé pour le fonds pertes et dommages, c'est 700 millions de dollars. Alors, ça peut nous sembler beaucoup, bien entendu. 700 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Seulement, je vais peut-être vous décevoir, ça ne représente que 0,2% des besoins pour couvrir les pertes et dommages que subissent les pays pauvres, justement, du fait des catastrophes climatiques. On est donc très loin du compte. On est très, très, très loin du compte, malheureusement. Donc, 700 millions de dollars, ce n'est pas beaucoup. Juste pour donner une comparaison, avec les 700 millions de dollars, par exemple, la catastrophe qui a sévi en 2022 au Pakistan, et qui a coûté la vie à plusieurs centaines de personnes, a coûté 10 milliards de dollars, rien qu'au Pakistan, et une seule inondation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc déjà, les 700 millions, c'est très loin des 10 milliards. Ça a coûté une seule inondation dans un seul pays en développement. Donc ça nous donne une idée du gap en termes de financement des pertes et préjudices que subissent les pays en développement, justement, du fait des catastrophes climatiques et des effets néfastes des changements climatiques. Pour rapprocher peut-être les téléspectateurs de ce que c'est, en fait, quand vient une catastrophe climatique, quand il y a une inondation, etc., qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, il y a une destruction du patrimoine bâti, il y a une destruction des ponts, des routes, des autoroutes, etc. Tout ça coûte de l'argent à reconstruire et c'est pour ça que nous parlons de pertes et dommages. Les pertes et dommages, il faut rajouter liées aux catastrophes climatiques et c'est pour ça qu'il faut énormément d'argent et les pays en développement réclament justement de l'argent suffisant pour pouvoir faire face à ces catastrophes climatiques dans lesquelles ils n'y sont pour rien. Parce qu'eux, ils émettent très peu jusqu'à aujourd'hui de gaz à effet de serre et que ce sont les pays du Nord qui sont historiquement les premiers responsables des émissions de gaz à effet de serre et du problème climatique aujourd'hui. Tout à fait. Concernant donc toujours cette COP28 qui est aussi sortie avec une décision importante concernant l'objectif global d'adaptation. Que pouvez-vous nous dire là-dessus, Madame Rajab? Oui, non, c'est une très bonne chose parce qu'on attendait aussi depuis longtemps cette décision sur l'objectif global ou l'objectif mondial en termes d'adaptation. Donc, bien sûr, il y a eu une décision là-dessus qui est très intéressante puisque d'abord, pour s'adapter, on parle dans cette décision adoptée aujourd'hui d'abord de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec l'adaptation?
Ben, si on limite les émissions de gaz à effet de serre, on va limiter le changement climatique et donc nous aurons moins besoin de nous adapter. Donc la première ligne de cette décision, ou l'une des premières lignes en tout cas, c'était de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'augmenter le soutien justement financier à l'adaptation. Bien sûr, cette décision sur l'objectif mondial en termes d'adaptation parle de beaucoup de sujets qui nous concernent. Nous, Maroc, en tant que pays africain vulnérable, ça parle de réduire la pénurie d'eau, par exemple, à travers le renforcement de l'assainissement et de l'accès à l'eau potable. Ça parle de promouvoir une production alimentaire suffisante et de la nourriture de qualité pour toutes les populations. Ça parle de promouvoir des services de santé résilients, justement, face aux impacts néfastes des changements climatiques et face aux catastrophes climatiques. Ça parle de réduction des impacts sur la biodiversité, bien entendu, et ça parle de protéger le patrimoine, bien sûr, culturel, le patrimoine bâti, les villes, etc., à l'égard des changements climatiques. Alors, il y a des objectifs qui ont été fixés, justement, en termes d'adaptation. Donc, les objectifs mondiaux, aujourd'hui, en termes d'adaptation, donc on parle de nécessité d'évaluer les impacts et les risques. Ça, c'est très important parce que pour pouvoir s'adapter, chaque pays doit pouvoir ou devra faire justement une évaluation de sa vulnérabilité d'abord vis-à-vis des impacts des changements climatiques sur les différents secteurs. Comme ça, il nous donne également son avis sur ces objectifs au niveau mondial. Justement, vous avez parlé du Maroc, de ce que ça peut apporter pour plusieurs secteurs en termes de sécurité alimentaire, d'eau, résilience sanitaire et protection du patrimoine culturel, ce qui est très important. Monsieur Boutaleb, que pouvez-vous nous dire au niveau global donc, de ces stratégies d'adaptation, de ces objectifs qui ont été il y a un mot-clé que je pense qu'il faut rappeler, c'est l'efficacité énergétique. Parmi les objectifs qui ont été d'ailleurs soulignés dans le communiqué final, c'est doubler l'efficacité énergétique à l'horizon 2030. Mais à la différence des énergies renouvelables, il n'y a pas un objectif chiffré. Donc ça reste flou. Étant donné que doubler l'efficacité énergétique, déjà, on n'arrive pas à savoir à quel niveau on est au niveau global. Donc, appeler à doubler cette efficacité énergétique, alors qu'on ne sait pas réellement comment la chiffrer aujourd'hui, c'est un peu ça reste un peu vague. Mais par rapport à l'adaptation, l'efficacité énergétique reste fondamentale, puisqu'il s'agit de réduire la consommation d'énergie sans altérer ou changer le confort. C'est-à-dire qu'on va vivre avec le même niveau de confort, mais en consommant moins d'énergie. Donc, il va falloir aller réduire la déperdition d'énergie et améliorer la consommation, donc l'efficience énergétique des appareils électriques. Et aujourd'hui, je pense que dans les pays du tiers-monde, c'est un sujet, si on peut toujours parler de tiers-monde aujourd'hui, on va dire le sud global, c'est un sujet qui doit être de plus en plus encouragé, puisqu'il va permettre vraiment de consommer moins. Et je pense qu'il y a plusieurs volets dans les économies, notamment en Afrique et en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, où la déperdition d'énergie est très importante, le logement notamment, et il y a un travail important à faire pour réduire la consommation énergétique et par là même réduire l'impact du changement climatique sur les populations. Réduire donc l'impact du changement climatique sur la population. Cette COP était un petit peu perçue comme une COP de la dernière chance, parce que si on veut limiter justement les émissions de gaz à effet de serre à 1,5 degré Celsius, normalement en 2026, la courbe de descente devrait déjà être entamée et donc cela reviendrait à baisser les émissions de gaz à effet de serre de 60% d'ici 2050. Est-ce que selon vous, je reste avec vous Monsieur Boutaleb, est-ce que c'est un objectif qui est réalisable? Encore une fois, il faut qu'on ait des mécanismes pour suivre. Puisqu'aujourd'hui, nous parlons d'un objectif de 60%, la COP l'année prochaine, qui aura lieu en Azerbaïdjan, qui est aussi un pays exportateur de pétrole, va porter de nouvelles initiatives, de nouveaux chiffres et ainsi de suite. Et si on ne fait pas le bilan
et si on n'a pas des mécanismes pour pouvoir mesurer où nous en sommes dans la réduction des émissions de CO2, eh bien, on continuera dans des effets d'annonce encore et encore. Donc, est-ce que c'est réaliste? C'est très difficile à dire. Moi, je pense qu'il faut aller voir là-dessus, peut-être avoir l'avis d'ingénieurs qui sont spécialisés dans la qualité de l'air, dans les émissions de CO2. Mais ce qui, à mon avis, est faisable et à portée de main, c'est améliorer la finance climat, la rendre plus proche, avec beaucoup plus de financement. Améliorer la finance climat. Et ce qui est difficile, c'est surtout de concilier cette urgence climatique avec donc l'impératif économique. Qu'en pensez-vous? Et ensuite, je me tourne vers vous pour parler plus en détail de la finance climat, Madame Sheffield. Je m'adresse à vous, Monsieur Boutal. Alors, avant de laisser la parole... Oui, tout à fait. Oui, la parole à Madame Sheffield. Aujourd'hui, effectivement, il faut que la transition économique devienne une opportunité. La façon dont nous avons, depuis des décennies, parlé du changement climatique n'était pas nécessairement la meilleure. Et il ne faut plus faire peur aux gens. Il ne faut plus leur dire qu'il s'agit de la fin du monde. Il faut bien expliquer qu'il s'agit de notre confort en civilisation du 21e siècle, du 3e millénaire. On a vu que lorsque le Covid, on nous a demandé, on a été prié de rester à domicile, eh bien, la réaction n'était pas nécessairement positive de la part de la population et c'était préventif. Lorsqu'il y aura de vrais dégâts au niveau du climat, notamment le soleillement, les rayonnements solaires, etc., eh bien, ou la qualité de l'air, on sera encore une fois prié de rester chez soi plusieurs semaines, plusieurs mois. Je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, ce n'est pas l'extinction de l'humanité, mais c'est le confort et notre mode de vie qui est en question. Si nous voulons le préserver, il faut changer même le narratif et rendre plus attrayante cette opportunité d'un bouleversement de notre économie, création de nouveaux emplois, création d'une nouvelle manière de produire, une nouvelle façon de produire. Et donc, c'est un nouvel essor, un nouvel élan. Et pour cela, il faut du temps et surtout changer de récit, changer de narratif et intéresser les bailleurs de fonds pour qu'il y ait plus d'argent, donc plus d'opportunités. Donc changer de narratif et intéresser les investisseurs, ce qui est un petit peu la clé de la situation. Je me tourne vers vous, Madame Sheffield. Parlons de cette finance climat. Oui, mais la finance climat, on en a parlé au début de cette émission, c'est compliqué. C'est compliqué pour plusieurs raisons. D'une part, parce que on le sait aujourd'hui, finance climat, c'est pour financer l'action climatique. On s'entend bien sur ça. Maintenant, ce qui est constaté, c'est que jusqu'à aujourd'hui, la plus grosse partie de la finance climat va beaucoup plus vers l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre que vers l'adaptation face au changement climatique. Ça, c'est une réalité. Vous parlez d'investisseurs. Alors, les investisseurs, comme je dis toujours, ils ne font pas du mécénat. Les investisseurs vont investir dans des projets qui permettent d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce qu'ils auront derrière des gains économiques, bien sûr, mais des gains également en termes de tonnes de CO2 qu'ils pourront revendre sur le marché international du carbone. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait beaucoup plus d'argent qui va vers l'atténuation, parce que l'atténuation, entre guillemets, est plus rentable, notamment pour le secteur privé. Donc, si le secteur privé s'intéresse à cette finance climat, c'est beaucoup plus pour récupérer des tonnes de carbone à revendre sur le marché international, etc. Maintenant, la situation est la suivante. Depuis le début de ce processus climatique, ce n'est un secret pour personne, les pays africains peinent en fait à mobiliser la finance climatique. Parce que très souvent, en Afrique, c'est des petits projets.
Alors depuis, même à l'époque du protocole de Kyoto, quand on a commencé à l'appliquer à travers les accords de Marrakech et la COP7 de Marrakech en 2001, déjà à l'époque, dans les années 2000, il y a eu mise en place du mécanisme développement propre. Et dans ce mécanisme de développement propre, donc un pays développé pouvait financer un projet dans un pays en développement et récupérer pour lui, enfin, si on résume, les émissions de gaz à effet de serre évitées qu'il peut récupérer, soit pour respecter ses engagements, soit pour les revendre sur le marché international. Déjà à l'époque, dans les années 2000, on a remarqué quoi? On a remarqué que les investissements et les projets allaient beaucoup plus vers les pays asiatiques, donc vers la Chine, vers l'Inde, parce qu'il y a des méga projets qui vont générer beaucoup de profits, notamment en termes de carbone, mais en termes d'investissement également, et que les investissements ou les financements sont allés également vers les pays latino-américains, où là aussi, c'est des grands projets. En Afrique, où les projets sont de taille moyenne à petite, l'Afrique n'a pas reçu grand-chose jusqu'à aujourd'hui en termes de finances climatiques. Donc, c'est les pays les plus vulnérables qui émettent le moins. Et l'Afrique, voilà, c'est là où il y a les pays les plus vulnérables, mais malheureusement, l'argent ne va pas vers les pays africains, il va un petit peu vers les pays les moins avancés, un tout petit peu vers les petits États insulaires, mais pas assez, en fait, pour les aider à s'adapter, en fait, ou à être plus résilients face à ces impacts climatiques. Maintenant, la finance climat, on l'a dit aussi au début de cette émission, elle reste très insuffisante par rapport aux besoins réels des pays qui sont vulnérables. Et donc, il faudrait vraiment renflouer ces fonds de la finance climat, mais surtout, il faudrait faciliter et simplifier les procédures et les conditions pour pouvoir accéder à cette finance climat. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut monter un projet bancable pour la finance climatique. Ça demande de l'ingénierie, ça demande un grand savoir-faire, ça demande de la technicité et ça demande de l'argent. Déjà, pour monter un projet, rien que sur le papier, ça demande énormément d'argent. Donc, il faut avoir le savoir-faire et l'argent déjà pour pouvoir monter un projet qu'on espérait être bancable et qu'on espère faire accepter par la finance climat. Tout à fait. Donc, ça nécessite des investissements colossaux. Comme on le dit depuis le début de cette émission, j'aimerais aborder ce chiffre avant de passer au Maroc et parler du rôle du Maroc et de son engagement justement dans la lutte contre le changement climatique. Il y a ce chiffre de 7 000 milliards de dollars de subventions qui ont été données aux combustibles fossiles en 2022. Donc un montant colossal. Est-ce que ça vous choque? Parce que cet investissement, on l'a dit, les besoins aujourd'hui en termes donc, de climat s'élève à peu près 18 000 milliards donc, de dollars. 7 000 milliards, ça représente quasiment le tiers donc, de cet investissement colossal dont on a besoin. Si cette somme avait été investie peut-être différemment, ça aurait pu changer réellement les choses. Ça vous choque? Oui, ça c'est sûr. Ça me choque, c'est la réalité mondiale. Que ça choque ou pas. Maintenant, oui, il aurait peut-être fallu au moins partager ces subventions entre les subventions aux énergies fossiles et les subventions au développement des énergies renouvelables qui, elles, sont beaucoup plus propres, beaucoup plus accessibles, etc. Donc, les énergies renouvelables dont le Maroc fait aujourd'hui une priorité nationale. Rappelons que lors de cette COP, Sa Majesté le roi Mohammed VI a appelé à l'action. Et donc, il y a plusieurs choses qui sont faites aujourd'hui au Maroc, un investissement important, un engagement fort. Que peut-on dire de cet engagement, justement, et des orientations qui sont prises par le Royaume? Oui, bien sûr. De toutes les façons, on le sait depuis plusieurs années, sous l'impulsion et les hautes directives de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc est cité aujourd'hui comme exemple par tous les pays du monde, comme exemple parce qu'il est allé très loin dans le développement des énergies renouvelables, de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, bientôt peut-être l'énergie de marine, donc de la houle, etc. Et donc notre pays est cité en tant qu'exemple, et à raison d'ailleurs,
d'ailleurs, pour tous les efforts qu'il ne cesse de déployer dans ce sens. Tout à fait. Rappelons que pour la protection climat, le Maroc est dans le top 10, donc au niveau mondial. Et en ce qui concerne l'indice de performance, il est 6e également au niveau mondial. Donc, quels enjeux justement pour le Maroc ? C'est très important pour nous. D'abord, ça donne une image extraordinaire sur notre pays, bien entendu, en tant que pays modèle, en tant que pays bon élève, mais aussi c'est une bonne chose pour le climat, pour la santé, pour la qualité de l'air et même pour l'économie, parce que le Maroc est importateur à presque 98% de ses besoins en énergie fossile. Malheureusement, nous ne sommes pas producteurs de pétrole, et c'est tant mieux si nous sommes dirigés sur les hautes orientations royales, donc vers les énergies renouvelables. Mais ça a, comme j'ai dit, plusieurs avantages. D'une part, ça permet d'alléger notre facture énergétique, bien entendu, et donc d'alléger la facture des énergies fossiles que nous importons de l'étranger, mais en même temps, ça a un impact certain sur la qualité de l'air, parce qu'on sait que les énergies fossiles en général polluent l'air, qu'ils ont un impact sur la santé humaine, etc. Maintenant, il y a d'autres points positifs, bien entendu. Donc, le développement des méga-projets d'énergie renouvelable au Maroc permet également le développement de l'innovation, permet également de créer des emplois. Il y a de plus en plus d'ingénieurs qui travaillent dans le domaine des énergies renouvelables, etc. Et à mon sens, tout cela ne peut être que très positif. Et je crois que le Maroc va jouer un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique au niveau mondial, ce qui est déjà le cas dès aujourd'hui. Mais je crois que son rôle en tant que leader en termes de lutte contre les changements climatiques va encore se renforcer durant les prochaines années. Le Maroc, donc un leader régional, mais également qui pourrait devenir un leader mondial. Il y a cette taxe carbone qui est prévue peut-être pour le Maroc. C'est prévu pour quand? Qu'est-ce que cela implique? Est-ce que ça peut être un risque ou une opportunité pour les entreprises? À vrai dire, je n'ai pas malheureusement plus de détails sur la taxe carbone qui sera appliquée au Maroc. Ce qu'il faut rappeler maintenant, c'est que la taxe carbone, même si nous, on ne l'applique pas, elle est appliquée, par exemple, par les pays voisins à qui on exporte, nous, nos marchandises. Et pour citer un exemple, on peut citer la taxe carbone qui est maintenant imposée par l'Union européenne du fait de la mise en application du Green Deal européen qui va rentrer en vigueur et qui, lui, justement, va imposer des barrières non tarifaires et donc des taxes supplémentaires sur les importations vers l'Union européenne, donc sur les produits selon leur émission en gaz à effet de serre. Et donc, pour chaque produit, nous allons devoir faire un effort pour justement réduire les émissions de gaz à effet de serre et aller vers la décarbonation progressive de notre industrie et de tous nos secteurs productifs si nous ne voulons pas justement que notre facture en termes de taxe carbone à l'export soit plus élevée. Tout à fait. On parlait tout à l'heure d'investissement et on continue toujours à parler d'investissement quand il s'agit de changement climatique. J'aimerais vous poser la question suivante. On s'attend souvent et on entend toujours parler d'investissements étrangers qui doivent venir donc, des pays étrangers. Mais peut-être pour les pays africains, si on pensait à investir au niveau localement, on pourrait avancer plus vite que si on attendait les investissements étrangers. Qu'en pensez-vous ? Oui, ça c'est clair. De toutes les façons, je pense que les pays... Peut-on s'affranchir de ces investissements et faire des choses de par nous-mêmes, justement? Ça c'est clair. Et montrer l'exemple, comme le fait aujourd'hui le Maroc. Exactement. Mais les pays africains font déjà beaucoup de toutes les façons en termes de lutte contre le changement climatique, etc. Ça c'est clair que, d'ailleurs, l'objectif mondial en termes d'adaptation parle d'une chose qui est très intéressante aujourd'hui dans la décision qui a été prise à la COP28. Il parle de la prise en compte des changements climatiques dans les politiques de développement et dans les politiques territoriales. Ça, c'est sûr que si on introduit dès le départ
les impératifs de lutte contre les changements climatiques, aussi bien pour l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre que pour l'adaptation, déjà dans la conception des projets, dans la conception des plans de développement, etc., c'est sûr que la facture sera moindre et qu'on ne serait pas à 100% dépendant justement de l'aide internationale et de la finance climat, en tout cas pas à 100%. Bon, ça sera le dernier message donc, pour ce soir, parce qu'on arrive déjà au terme de cette émission. Merci à vous, Madame Raja Chafi. Je rappelle que vous êtes directrice générale du Centre 4C Maroc. Merci d'avoir été avec nous, c'était un plaisir. C'était un plaisir pour moi aussi. Merci pour l'invitation. Tout à fait. Avec nous également, il y avait Monsieur Hafid Boutaleb qui a dû donc nous quitter, qui est expert en relations internationales et en changement climatique. On arrive donc au terme de cette émission. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique. Merci à vous pour votre fidélité.